Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors cette semaine, on va faire une machine sur Hack the Box, et cette machine s'appelle Carrière. Elle a été créée par SnowScan, et j'ai choisi cette machine parce que à l'époque où elle est sortie, elle m'avait bien bluffé, puisque c'était la première fois qu'on pouvait, pour ne pas spoiler, attaquer du BGP sur un exercice comme ça de hacking. Donc BGP, on le voit rarement, puisque c'est utilisé principalement par les opérateurs, les fournisseurs d'accès internet. Donc chez les clients, on voit ça rarement. Par contre, c'est très utilisé donc dans le monde des opérateurs, et donc très intéressant de voir un peu les attaques qui existent sur ce protocole de routage. Mais je ne spoil pas plus. Voyons le scan and map que j'ai fait en amont pour gagner du temps. J'ai triché puisque j'ai mis uniquement le port 161 en UDP, puisque je voulais pas me taper des heures de scan. Mais vous, si vous connaissez pas, vous pouvez pas savoir à l'avance, donc vous auriez dû faire de 0 à 65 535, que ce soit pour UDP ou TCP. Ceci étant dit, on voit donc qu'il trouve 3 ports ouverts. Le FTP est filtré, donc on va pas en parler. Donc du SSH, comme souvent, du 80 qu'on va regarder en premier, comme souvent, et un peu plus rare, le port UDP 161, qui est donc du SNMP, et on voit que ça semble être du SNMP en plus configuré avec la communauté par défaut publique. Donc on va pouvoir s'intéresser à ce service sans connaître le mot de passe, probablement. Mais je commence par le HTTP. Donc en HTTP 10.10.105, on tombe sur un formulaire login mot de passe avec 2 erreurs. Et si on essaye admin, ça ne passe pas. Donc comme à chaque fois, on va faire un GoBuster pour énumérer les directories internet. Donc on va utiliser la word list, donc la liste de mots qui est dans dir B, et on va mettre, donc si on essaye de taper n'importe quoi derrière, on voit que ça répond d'en trouver code HTTP 404, donc on peut mettre en blacklist dès que ça répond 404 et s'intéresser à tous les autres types de réponses HTTP. Et ma foi, je pense qu'on est pas mal pour le GoBuster. On voit qu'il trouve rapidement des choses. Dans ce qu'il trouve, il y a d'intéressant le /debug. /debug qui nous renvoie sur donc un PHP info. Donc ça, quand vous avez accès à un PHP info quelque part, c'est super intéressant pour une attaquante. Et ensuite, on a le /doc qui est intéressant. Le /doc qui nous renvoie sur 2 fichiers. Le premier, c'est un schéma avec différents AS, donc AS pour Autonomous System, si je dis pas de bêtises, en BGP. C'est des ensembles de réseaux en gros. Et donc on voit que c'est des communications entre différents providers. On a le provider Zaza Telecom qui de son AS200 communique avec Castcom, qui communique avec Lightspeed Network. Et Lightspeed Network, comme on l'a vu sur la page d'accueil, ça semble être notre cible. Ouais, Lightspeed, on n'avait pas Networks, on n'avait que Lightspeed. Et donc deuxième fichier que l'on trouve en faisant cette phase d'énumération, un fichier PDF qui contient des codes erreurs. Donc évidemment, on a envie de regarder les codes erreurs qu'on a sur le formulaire à la page d'accueil. Donc le 45007, licence invalide ou expirée. Ok. Donc a priori notre cible n'a pas a une licence expirée, ou n'a pas installé sa licence. Et on a le 45009 qui est encore plus intéressant, puisque ça nous dit que les identifiants de connexion n'ont pas été configurés. Du coup c'est ce par défaut. Et le admin passait pas, puisque ce par défaut c'est bien admin le nom d'utilisateur,
mais par contre on ne sait pas, le mot de passe semble être écrit sur le châssis, donc le numéro de série du châssis, et donc il faudrait avoir un accès physique à cet équipement pour pouvoir connaître le mot de passe. Je crois que c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Après il y a Slash Tools qui est pas forcément super intéressant, mais ça permet de confirmer ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il nous indique qu'on a un remote.php qui a la licence expirée. Donc on est vraiment sur une cible qui n'a pas sa licence à jour. Voilà pour la reconnaissance HTTP, et donc sur la reconnaissance SNMP, puisque comme on l'a vu on peut probablement faire une reconnaissance puisque la communauté par défaut semble être publique. On va utiliser un outil qu'on n'a jamais utilisé sur Acksize si ma mémoire est bonne, qui s'appelle SNMP Walk. Donc un outil assez ancien, comme le SNMP d'ailleurs, qui est assez ancien, qui nous permet tout simplement de taper en version 1 ou 2 ou 3, mais nous on avait vu avec le scan and map que c'était du SNMP version 1, donc je mets -v1, -c, donc la communauté, on l'a vu aussi que c'était public a priori, et je mets l'adresse IP de la cible, et très vite, normalement c'est plus long, parce que, surtout que normalement la cible est censée avoir plus de OID SNMP de configurer, mais là ça va très vite, puisqu'il n'y en a qu'un, mais c'est pas grave, ça nous donne l'information intéressante, qui est donc SNMP Walk, j'ai pas dit, walk, donc c'est l'idée de marcher sur toutes les OID, donc les OID c'est tous ces chiffres là qui se succèdent, et pour vous donner une idée, il y a un schéma qui est pas mal sur le write-up officiel, que je suis, cette semaine j'utilise le write-up officiel. Voilà, donc le MIB, d'ailleurs j'ai une connerie, OID, c'est un sous-ensemble du MIB qui est l'intégralité des champs qu'on peut trouver en SNMP, en tout cas dans la norme. Voilà, donc on a a priori, avec cette connexion, ce parcours, cette énumération SNMP, on a a priori récupéré une information intéressante, puisque ça semble être le serial number, SN pour probablement serial number, de la machine cible. Du coup, vu qu'on sait que le serial number est le mot de passe, eh bien on n'a plus qu'à essayer. On va voir que ça ne marche pas, puisque peut-être que c'est SN dièse pour indiquer que c'est un serial number, et que le serial number c'est que la fin. Donc si je prends que la fin, c'est-à-dire net et le numéro, là ça passe. On a bien trouvé l'identifiant et le mot de passe qui nous permet de nous connecter à cette machine. Donc à partir de là, on a des tickets qui nous filent pas mal d'informations pertinentes pour la suite. Alors, pour aller au plus vite, les informations utiles. Tac. On a celle-là qui nous semble utile puisqu'il parle de CVE et de problèmes de sécurité. On a la numéro 6 qui semble intéressante puisqu'elle nous parle de 3 réseaux, 10.120.15.16.17, et d'une connexion d'un VIP qui se connecte en FTP sur le 10.120.15. Et voilà, donc en gros, si on est un petit peu malin, on va vite comprendre que le but du jeu, ça va être, grâce au BGP hijacking, de récupérer cette connexion du VIP en FTP et de le faire passer donc par la machine attaquante. Et enfin, on a le dernier qui nous parle de filtrage de route filtering, donc la politique de filtrage de route BGP, qui aurait été qui est toujours pas bonne a priori puisque le ticket est encore ouvert.
Donc pour résumer, on a vraiment plein d'indices pour nous dire ce qu'il faut faire sur la suite. Mais bon, pour faire tout ça, dans la première étape, ce serait déjà d'avoir un shell sur la cible. Comment avoir un shell sur la cible? On a donc un troisième menu, on va dire, enfin onglet, qui a un bouton Verify Statut, et quand on clique dessus, ça nous affiche donc le statut. Donc on voit déjà du BGP-D, donc on sait que ça va parler de BGP. Et on voit aussi du Quagga. Alors Quagga, c'est là, moi à l'époque quand j'ai fait la machine, je le connaissais pas. C'est une suite de logiciels de routage implémentant donc les protocoles OSPF, RIP, BGP, ISIS, donc les principaux protocoles de routage dynamique sur des plateformes de type Unix. Donc en gros, on peut imaginer que la machine utilise Quagga pour simuler, on va dire, même si c'est pas vraiment, enfin ça peut être, c'est pas forcément une simulation, mais donc elle utilise cette suite logicielle pour faire tourner BGP. Et donc pendant que j'y suis, BGP, donc Border Gateway Protocol, pour un protocole d'échange de route externe, comme on l'a dit en amont. Voilà, donc la première partie elle est super simple, hein. On va lancer burp. Là en fait l'idée c'est que on a l'impression que c'est un netstat qui est fait sur la machine et qui a du filtre. Donc on a envie de voir à quoi ressemble la requête quand on fait verify statut pour voir s'il n'y aurait pas un moyen de voir de plus près cette commande netstat. Et on sait, puisque on l'a identifié pendant le scan and map, que notre cible est du Linux, puisqu'on avait un Ubuntu indiqué par le résultat du scan and map. C'est pour ça que on a des chemins USR, lib, etc. qui sont des chemins Linux. Alors j'ai pas la dernière version, mais c'est pas grave, de burp. Donc je renvoie aux nouvelles arrivantes, aux précédentes vidéos d'Axize, où il y en a une même où je présente burp un peu plus en détail. Là je prends comme hypothèse que vous connaissez déjà l'utilisation de burp. Alors je vais configurer mon Firefox pour passer par burp. Et je relance la requête verify statut. Et donc on voit que c'est un post avec un paramètre check qui semble être du base64, et si je décode le base64 avec CTRL SHIFT B, on voit que ça contient Quagga. Donc très rapidement, si je fais CTRL R, CTRL SHIFT R pour répéter cette requête, et que je fais Quagga pipe ls, pardon, Quagga pipe ls, je réencode tout ça en base 64, j'envoie, et je vois dans la réponse que j'ai un test intercept.pcap et un user.txt. Donc en effet on peut injecter une commande. Donc ça c'est la partie simple, hein, je passe vite, on a déjà fait ce genre de choses dans d'autres machines. Donc ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on va se faire un reverse shell avec cette injection de commande, et je vais le faire en curl pour des soucis de réutilisation si besoin et de simplicité. Donc on va le faire comme ça, je vais mettre un netcat en écoute sur le port 1, 2, 3, 4, et je mets ma grande commande ici. On va le faire comme ça. Donc, un if config pour vérifier que j'ai pas changé d'adresse IP, et ça semble être le cas. Donc ici j'avais mis 11 mais maintenant je suis 10.
Et le session PHP Session ID, donc ça on l'a dans Burp, il est là. Et je pense que j'ai rien d'autre à remplacer. Donc je vais quand même expliquer rapidement la commande. Donc curl, donc pour faire -xpost pour faire une requête post, avec le cookie spécifié qui va bien, et en données le fameux check égal, et c'est là qu'on est censé avoir le base64. Et donc je fais ma commande, c'est-à-dire quagua, point virgule, un bash-reverse shell, pour avoir un shell qui se connecte à ma machine, de la machine attaquée vers la machine attaquante. Et tout ça je le balance encodé en base64, et comme j'ai mis le ouverture et fermeture des parenthèses, le résultat de cette commande, qui sera donc encodé en base64, sera affiché ici, et ça fera en gros un check égal et du blabla base64. Voilà où, normalement ça marche nickel, parfait, on est directement route sur la cible. Donc on se dit bah c'est bon, c'est gagné, si je suis route, je vais dans /route, et on voit que contrairement à d'habitude, le flag route.txt n'est pas dans /route, c'est le user.txt qui est dans le /route. Donc on imagine qu'on est dans un container, et je vais quand même montrer qu'on a accès au user.txt avec un i-c4. Parfait, donc première partie de la machine faite. Alors on a un test intercept pcap, je me rappelais pas, j'avoue que j'imagine que c'est encore un indice pour nous mettre sur la piste. Ah ben il est vide, ouais. Donc c'est un indice de plus. Alors du coup là ce qui est intéressant c'est de faire regarder les comptables. Et on voit dans les comptables qu'il y a donc une tâche planifiée qui s'exécute toutes les 10 minutes et qui lance le opt restore.sh. Et si je regarde le contenu de ce opt restore.sh, on voit que toutes les 10 minutes, la configuration de Quagua en termes de Zebra et de BGPD est restaurée tel que le fichier d'origine. Donc ça là clairement c'est pas réaliste, hein, c'est plus pour que tous les attaquants à l'époque où la machine est sortie sur Xbox ne soient pas impactés par on va dire les autres qui essayent de la hacker en parallèle. Mais en tout cas ce qui est du coup intéressant, ça nous permet de savoir tout de suite où orienter nos recherches. Donc si on affiche du coup bah, le plus simple c'est qu'on aille dans etc quagua et qu'on voit un peu ce qu'il y a comme fichier là-dedans. Alors là-dedans on a le daemon, ce qui est intéressant, qui nous indique qu'en effet il y a bien un démon BGPD qui est lancé. Ensuite on a le debian.conf qui est intéressant puisqu'il nous permet de voir qu'on peut exécuter vtysh. Alors vtysh c'est un shell intégré sur Quagua qui permet de jouer, on va le voir, on va l'utiliser, ça ressemble beaucoup à l'interface Cisco, hein, pour ceux qui bossent sur des équipements Cisco. En CLI bien sûr, hein, Command Line Interface. Et enfin, qu'est-ce que j'oublie comme fichier intéressant? On a le bgpd.conf où on voit la configuration en place avec différents voisins. D'ailleurs le mieux c'est que on se connecte de ce pas. Allez, on va le faire, vtysh, donc là je me tombe un peu comme sur l'interface Cisco mais sur l'interface de Quagua. Et je peux faire un show IP BGP sum. Ceux qui ont l'habitude du Cisco connaîtront la commande, qui donc consiste à afficher de manière sommaire, résumée, la configuration BGP. Et on voit qu'on a deux voisins, le 10.78.10.2 et 11.2. Ok, bon, hein, ça nécessite un peu de connaissance réseau cette machine, donc
Je vais pas non plus trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Alors, là où c'est intéressant, c'est, on se rappelle hein, que dans le ticket qui était là, on cherche à identifier une machine qui est donc le serveur FTP, qui est, sur lequel se connecte une personne VIP, qui est dans ce réseau-là, 10.120 15.0. Donc une méthode rapide hein, et qui marche bien en général pour identifier les machines présentes dans un réseau, c'est de leur faire un ping dessus. Donc je vais fais exit pour revenir sur le shell d'origine, pour revenir sur l'interface Linux. Et je vais faire cette commande, donc qui consiste à faire un ping sur le 10.120.15 de 1 à 254, et je grep pour afficher que celles qui répondent au ping. Et on voit très vite que il existe la .1 et la .10. Alors, pour essayer d'y comprendre quelque chose, si on affiche nos interfaces, nous on voit qu'on a une interface qui est sur un réseau qui n'a rien à voir, et deux interfaces, la ETH1 qui est sur le 78.10.1 et l'autre qui est 78.11.1. Donc pour résumer, si je remonte juste sur la ligne qui m'a enlevé, on peut imaginer que tous les points 1, de toute façon c'est souvent ça, hein, sont des passerelles, et donc celle qui nous intéresse c'est plutôt la point 10. Pour confirmer ça, il suffit de faire FTP et on va faire un open sur le 10.120.15.1. On voit connection refused. Si je fais un open 10.120.15.10, donc la deuxième IP qui répond au ping, là on n'a pas de connection refused. Il nous demande même un mot de passe, donc effectivement lui il est en écoute en FTP, et donc notre cible c'est bien d'intercepter les flux qui vont vers cette adresse IP. Voilà quoi, donc là je tape n'importe quel mot de passe, on s'en fout. Pour reprendre la main. Il est pas censé prendre la main? Ah oui, exit. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on est là, on va procéder donc à ce BGP hijacking. Donc l'idée, pour résumer, hein, je suis pas non plus un expert du sujet, mais on va faire passer, au lieu que le dialogue fasse directement de Zaza Telecom à Castcom, ou l'inverse d'ailleurs, on va faire passer tous les flux par Lightspeed Network, où on a compromis le routeur. Et l'idée c'est que donc il y a des diffusions de routes hein, entre ces différents AS, et on va modifier ces diffusions de routes en ce qu'on appelle en donnant des préfixes plus courts. Donc si par exemple, si je reviens sur la conf du routeur, c'était où? Ici on voit que les routemaps sont sur du /24, et du coup nous on va faire du /25, donc un préfixe réseau plus court qui permettra de passer en prioritaire par rapport aux routes déjà existantes. Je suis en train de chercher sur comment je peux vous expliquer ça un peu mieux. Mais bon, bref, ça c'est assez courant dans le réseau, et c'est donc lié au protocole BGP. BGP va évidemment prioriser les routes qui sont plus proches, donc qui ont un préfixe plus petit, puisqu'elles sont censées être plus précises que les routes avec des ranges très larges. Donc rien d'étonnant là-dedans, et je dirais même que c'est pas vraiment une faille, c'est plutôt une feature logique. Ok, et bien à partir de là, je pense que on peut lancer le hijacking. Alors, il va y avoir quelques petites astuces quand même.
Donc lançons le VTYSH. À partir de là, on fait un conft pour configurer le terminal. Routeur BGP 100, puisqu'on va configurer le routeur BGP. Network 10.120.15.0, le fameux réseau qui contient le serveur FTP qui nous intéresse. /25, puisque on veut un préfixe plus petit que /24. IP préfixe list, donc là je crée une liste de préfixes que je vais appeler listbet. Je lui donne un numéro de séquence et je lui dis que ça concerne l'autorisation pour le 10.120.15.0/25. Ensuite je vais dans la route map to AS200. Donc si on repart sur le schéma, c'est celle-là, Zaza Telecom. Et donc je lui applique le sec5 qu'on a mis là. Et en gros donc il va dire que les routes route map en gros c'est les fameuses tables de routage. Donc cette route là va alors match IP adresse 1. Voilà, en faisant ça, je lui dis d'utiliser la préfixe listbet. Site community no export. Alors sur le no export, on a une petite astuce. C'est en gros pour dire au routeur de ne pas diffuser les routes. En gros c'est pour éviter que quand lui donne la route à lui ne transfère pas ses routes à lui. Et vice versa. Ça permettra vraiment d'être sûr que les flux passent par notre routeur de la S100. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et donc on va interdire tout ce qui est pour de la S300 pour être sûr que on passe bien par chez nous. Donc je remets la même liste préfixe listbet. Une fois que ça c'est fait, end pour quitter et WR pour write pour écrire la configuration. Il ne reste plus qu'à faire un clear IP BGP étoile out qui va donc effacer la conf actuelle pour reprendre celle qu'on vient de mettre. Et je reviens sur l'interface Linux. Et là, en espérant que, comme on est dans toutes les 10 minutes, c'est écrasé, donc ça se trouve, on est tombé sur le mauvais intervalle. Mais si on n'est pas tombé sur le mauvais intervalle, notre attaque de man in the middle, donc l'attaque de l'homme du milieu, hein, puisque les femmes du milieu n'existent pas dans la terminologie attaquante, c'est que les hommes qui attaquent. Voilà, donc là on voit que on a pu hijacker, détourner la connexion FTP. Là donc j'ai mis un grep-e user pass pour afficher soit quand il y a user ou pass, hein, pour éviter d'afficher l'intégralité du tram réseau qui passe. TCP dump, je précise pas, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Mais donc le MITM pour man in the middle, homme du milieu ou femme du milieu, c'est l'attaque qui donc consiste à faire passer les flux par sa machine. Donc là c'est une attaque sur le BGP, ce qui est très rare hein, dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie, vous aurez pas ça chez vos clients, par contre dans la vraie vie il y a vraiment des attaques, il y a des articles dessus, notamment des Chinois. Les Chinois ont été identifiés comme faisant des attaques de BGP hijacking. Mais par contre en audit, moi ça m'arrive fréquemment de faire du man in the middle, mais plus par exemple avec de la RP spoofing, donc en changeant l'étape de routage, enfin de conversion ARP, pour faire passer des flux par ma machine attaquante. Donc c'est très courant comme attaque. Et donc là sur cette machine Hack the Box, l'idée c'est qu'avec ce mot de passe route qu'on a récupéré, on peut se connecter
pour récupérer le flag route. On va le faire en bas à gauche, SSH route 10 105 yes, et je tape donc BGP telco routing, le mot de passe qu'on a intercepté, et bim, on est route. Et ce coup-ci on est route sur la machine haute, puisque si on va dans slash route, on a ce coup-ci bien le route.txt. On a même un secret data, je sais pas ce que c'est ça, tiens. Donc route.txt pour prouver que j'ai bien pawné la machine. Pour la petite histoire, donc là c'est des containers LXC qui tournent sur la machine. Alors je sais plus comment on fait pour voir. Je crois que c'est LXC list. Ouais, c'est ça, LXC list. Et voilà. Donc là on voit que la première machine où on était tombé avec le reverse shell, c'était la R1, celle-là. Et ça expliquait pourquoi on n'a pas le même contenu dans slash route, puisqu'on était dans un container LXC, qui est un peu comme un container Docker, hein, c'est juste deux technologies de containerisation différentes. Voilà, ça c'était pour un peu comment avait été conçue la machine derrière. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire sur la partie Blue Team. Donc la partie Blue Team, bon bah sur la première partie, pour récupérer le user.txt, comme d'hab, l'injection de commande aurait pu être évitée si l'assainissement des entrées provenant de l'extérieur avait été propre. Donc c'est toujours gros classique, réussir à assainir comme il faut les entrées provenant de l'extérieur pour qu'il n'y ait pas d'injection de commande possible. Et par contre, deuxième partie, la partie la plus intéressante sur cette machine, donc le BGP hijacking. Comment on peut faire en tant que simple particulier ou même entreprise de petite ou grande taille d'ailleurs, comment on peut faire pour éviter ces attaques? Évidemment on peut pas, puisque ces attaques se situent au niveau fournisseur d'accès, donc on peut pas agir là-dessus. Par contre, ce qui est fortement conseillé du coup, c'est de mettre en place, d'utiliser des applications qui font du end-to-end encryption, donc du chiffrement de bout en bout. Comme ça, si le flux avait été chiffré au lieu d'être en clair, on n'aurait pas pu voir le fameux mot de passe qu'on a récupéré. Et donc si c'est un sujet qui vous intéresse, le end-to-end encryption, n'hésitez pas à regarder les slides ou même la présentation de notre hackeuse de la semaine, qui a pour pseudo Vixentile, mais sinon elle s'appelle Anastasia Voitova, et donc qui nous parle de end-to-end E2EE, c'est donc endpoint to endpoint encryption. Et c'est un sujet très intéressant qui a de l'avenir, donc n'hésitez pas à creuser. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, hein, en dessous de cette vidéo. D'ailleurs au passage j'en profite pour demander j'ai pas beaucoup investigué, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui ont la solution. Depuis quelque temps sur ma machine Kali, ma VM hein, Kali, quand je la lance, j'ai tous les about qui se lancent à chaque démarrage. Du coup c'est chiant. Donc si quelqu'un sait pourquoi et surtout comment faire pour que ça ne se produise plus, je suis preneur, ça m'évitera de passer du temps à chercher cette petite problématique. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour répondre à ça ou à autre chose sous cette vidéo. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.